La naissance d'un enfant. L'instant où il quitte le ventre de sa mère pour affronter le monde. C'est un bel exemple d'instant crucial. Mais celui-ci est pire que crucial. Il est unique. Imaginons que vous êtes né, et eux, car vous êtes une fille, le 29 février 1948. Ah, des tas de gens sont nés ce jour-là. Des tas de gens qui ont maintenant, sauf incident et mauvais sort, 46 ans. Vous avez donc 46 ans. Vous êtes répertorié dans une mairie sur le registre d'un état civil. Date, heure, lieu de naissance, mère, père. Rectification. Vous êtes né d'une mère seulement, votre père est inconnu. Bon, ce sont des choses qui arrivent régulièrement de nos jours. Mais en 1948, une mère sans mari est une fille-mère, et une fille sans père est une bâtarde. La société est encore à cette époque moralement contraignante sur le sujet. Heureusement, nous ne sommes plus là. Quant à l'heure et au lieu de votre naissance, c'est une autre histoire. L'heure encore, tout le monde ne saurait être précis. Elle pourrait ne pas figurer. Mais le lieu. Or, le lieu, c'est toute votre histoire, si vous êtes né ce 29 février 1948, dans les circonstances que je vais décrire. Et il est possible que vous écoutiez en ce moment votre propre histoire. Le problème, c'est qu'on ne vous a peut-être jamais raconté cette histoire pour des raisons qui n'appartiennent qu'à votre famille. Donc, je vais vous appeler Marie. C'est un nom un peu anonyme qui arrange tout le monde. Le 29 février 1948, votre future mère, celle qui vous porte depuis près de 9 mois, prend une décision grave. Nous l'appellerons Pierrette. Pierrette est ouvrière dans une usine d'armement de la ville de A. Elle n'a guère les moyens de vous élever. Pas le temps non plus. Si elle arrête de travailler, elle ne pourra pas se nourrir, donc vous nourrir. Je rappelle à ceux qui en douteraient que nous sommes en 1948, juste après la guerre, et que les acquis sociaux, comme on dit, ne sont pas terribles. Pierrette, votre mère, a donc pris la grave décision d'aller accoucher secrètement dans la ville de B, à 1 heure de train de son lieu de résidence. Elle a retenu une chambre dans une maternité privée chez le docteur X. Là, elle sait qu'elle pourra mettre son enfant au monde anonymement, dans de bonnes conditions, et le confier ensuite à l'assistance publique. Après quoi, courageusement, elle retournera travailler dans la ville de A, et elle essaiera d'oublier que la vie des ouvrières n'est ni gaie ni facile. Pour que son voyage soit le plus court et le moins gênant vis-à-vis de son travail, elle a donc calculé la venue au monde de son enfant au plus juste. Ce dimanche 29 février est une date limite. Pierrette est donc dans le train, en 3e classe. Le train roule, elle a des sueurs. En face d'elle, les voyageurs du dimanche ne lui prêtent guère attention. Ils ne remarquent pas non plus que cette jeune femme enveloppée d'un manteau gris a soudain le visage livide. Pierrette se lève et se dirige vers les toilettes du wagon. Quelque chose de terrible lui arrive. Douleur, contraction, le travail, comme l'on dit, vient de commencer. Elle devrait alerter quelqu'un, tirer sur la sonnette d'alarme, prévenir les voyageurs. Bref, de nos jours, ce ne serait pas un drame si terrible. Mais l'habitude du secret est prise. Il faut qu'elle accouche à la clinique de la ville de B. Il faut que ce maudit train arrive à B. En attendant, elle va s'enfermer dans les toilettes pour y souffrir en silence. Un accouchement ne se fait pas en quelques minutes. Après les premières douleurs, elle a le temps. D'ici 1 heure. Et une fois sur le quai de la gare de B, elle pourra demander de l'aide pour gagner la clinique. Là-bas, personne ne la connaît. Pierrette serre les dents. Cette fois, les choses se précisent. Elle perd les os.
Et contrairement à ce qu'elle espérait, les contractions s'accélèrent. Le bébé va naître. Est-ce le mouvement du train? Ou a-t-elle mal calculé les jours? Pierrette accouche, accroupie sur les toilettes du wagon sans même pouvoir s'allonger dans cet endroit exigu. Et pardonnez-moi, pour ceux qui s'en souviennent, les toilettes d'un train de province à cette époque n'ont rien à voir avec celles d'un TGV actuel, ni même d'un omnibus actuel. Ce sont des toilettes rudimentaires. On y voit défiler le ballast. Et lorsque l'enfant paraît, l'enfant disparaît tout aussitôt. Pierrette n'a pas eu le temps de réagir, même pas eu le temps de comprendre. Est-ce un garçon ou une fille? Elle n'en sait rien. Son enfant a disparu dans le vide. C'est épouvantable ce que je vous raconte là. J'imagine toutes les mères fermant les yeux de terreur devant une image pareille. Pierrette est seule, enfermée dans ses toilettes, malade, affolée, perdant son sang, essayant de reprendre ses esprits et ses forces. Le train arrive en gare de la ville de B et elle se rend avec difficulté auprès du chef de gare, pliée de douleur et d'angoisse mortelle. Imaginez cette pauvre jeune femme expliquant tout cela au chef de gare. Une horreur. Un nouveau-né tombé sur une voie ferrée à la première minute de sa naissance, tandis que le train roulait. Les gendarmes prévenus cherchent donc un petit cadavre le long de la voie. Pierrette est évidemment incapable de situer l'endroit. Une femme qui accouche dans la douleur et qui subit un tel choc n'a pas assez de lucidité pour cela. C'était il y a 10 minutes ou un quart d'heure, et elle ne sait pas. Elle est restée un moment prostrée, figée de terreur. Combien de temps? Bien entendu, la malheureuse jeune femme ne pourra plus cacher son état de fille-mère. Et de plus, un gendarme la regarde un peu de travers. N'aurait-elle pas provoqué elle-même l'incident? Lorsqu'une mère ne veut pas reconnaître son enfant, qu'elle a décidé de le confier à l'assistance publique, elle a peut-être décidé aussi de régler le sort du bébé définitivement. Cela paraît tellement incroyable. Et d'un autre côté, si c'était le cas, on ne voit pas pourquoi elle aurait prévenu le chef de la gare et la maréchaussée. Donc les gendarmes fouillent le secteur sur des kilomètres. Un panier d'osier devant servir de cercueil au malheureux bébé, si on le retrouve. Car sur cette voie, d'autres trains, bien sûr, vont passer, ou sont déjà passés. Et le temps de prévenir tous les gardes-barrières. Ne craignez rien, vous qui m'écoutez. Si vous connaissez votre histoire, si c'est de vous qu'il s'agit, et que vous m'écoutez en ce moment, vous êtes en vie. Donc, il s'est passé quelque chose. Revenons à l'instant crucial, vous quittez le ventre de votre mère. Le cordon ombilical a cédé, tout simplement cédé, et vous tombez sur la voie. À quelques centaines de mètres du point d'impact, une chienne se promène. C'est une chienne classique, du genre fox terrier approximatif, appartenant à Madame Buicourt, garde-barrière de son état. Madame Buicourt entend sa chienne aboyer énergiquement, avec une insistance bizarre. Alors elle l'appelle. « Mirza, viens ici, Mirza, qu'est-ce qu'il y a ?» Enfin, disons que la chienne s'appelle Mirza. Hein. Mirza refuse d'obéir. Elle aboie de plus belle, l'air de dire « Viens donc voir par ici, j'ai trouvé quelque chose. » Madame Buicourt avance en direction des aboiements de sa chienne. Elle l'aperçoit sur la voie ferrée, la patte en l'air à l'arrêt. Or, le train express va passer. Madame Buicourt n'a plus que 10 minutes environ pour fermer sa barrière. Mais Mirza refuse d'obéir. Alors elle va la chercher pour la ramener par le collier. Et il est là, le gibier découvert par Mirza, entre les rails exactement sur le ballast, la tête sur une traverse de bois. C'est un nouveau-né, tout nu, avec son cordon. Une petite fille, vivante, qui ne porte à la tête qu'une très légère blessure. Si elle était tombée sur le rail métallique, elle ne s'en serait pas sortie.
mais elle a roulé entre les rails et sa tête a heurté de travers, s'arrêtant sa chute. La garde-barrière ramasse l'enfant en tremblant et l'examine de plus près. Elle vit, cette petite fille, elle vit parfaitement. Elle pleure un peu, c'est un vrai bébé. Ce n'est pas un cauchemar. Madame Bigot ramène en courant l'enfant et Mirza dans sa petite maison de garde-barrière. D'abord, elle soigne la plaie, puis lave l'enfant, l'enveloppe dans un linge improvisé, puis dans une couverture. Après quoi, elle court annoncer la nouvelle au maire du village voisin. Pendant ce temps, 2 gendarmes chargés de retrouver l'enfant arrivent au village, cherchant la garde-barrière. La petite fille est installée dans le panier d'osier et prend à pied le chemin du retour vers la gare de B, où l'attend sa mère en larmes. Persuadée qu'on allait lui ramener le corps de son enfant, Pierrette subit un 2e choc en voyant le nouveau-né lavé, langé et braillant son désarroi devant une situation aussi imprévue. La mère et l'enfant sont donc transportés ensemble à la maternité prévue pour l'accouchement, et la suspicion commence. On interroge Pierrette sur les circonstances exactes de l'accouchement, on lui pose 1000 questions, le parquet ouvre une information. L'enfant est déclaré provisoirement sous le nom du saint figurant ce jour-là au calendrier, Marie Romain, et de parents inconnus. C'est la loi pour un enfant trouvé, jusqu'à ce que l'enquête détermine exactement les circonstances du drame. Les déclarations de la mère sont-elles exactes? Elles le sont. Toutes. En particulier ce détail important, très important. On se demandait si la mère n'avait pas coupé elle-même le cordon ombilical, laissant ainsi tomber volontairement le bébé. Eh bien non, rassurez-vous, Marie, si vous m'écoutez, votre maman n'avait même pas de quoi couper ce cordon à part ses dents, et de toute façon, les spécialistes l'ont confirmé, un cordon ombilical particulièrement friable peut se rompre de lui-même. Ce fut le cas, notamment vu le poids convenable que vous affichiez à la naissance, 6 livres. Un beau bébé. Je parie que vous êtes la seule au monde dans ce cas-là. Joli record. Il me reste à dire que votre maman a pu vous reconnaître officiellement 15 jours après cette naissance extraordinaire, lorsque l'enquête du parquet fut définitivement close. Et finalement, c'est elle qui vous a adopté. Vous aviez tellement manifesté le désir de rester sa fille. Votre arrivée en ce monde était un tel miracle que le courage lui a manqué définitivement de vous confier à d'autres. Et il faut espérer que la vie s'est montrée ensuite plus clémente avec elle et avec vous. Et que vous n'avez pas peur des trains.